Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des mouvements islamistes et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, notamment Une seule voix, l'insoumission, paru chez Plomb en 2017 et plus récemment Les Fossoyeurs de la République aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Après Benyamin Netanyahou, le mois dernier, le chef du Mossad, Ronen Bar, a confirmé dans des enregistrements publiés la semaine dernière dans les médias locaux que ses services étaient engagés dans la traque des dirigeants du Hamas à l'étranger, considérés comme des cibles prioritaires. Je le cite, c'est notre Munich, en référence à l'attaque terroriste palestinienne aux Jeux Olympiques de 1972. Et selon des sources à Doha, 3 responsables du Hamas auraient récemment quitté le Qatar pour l'Algérie. Les Qatariens ne seraient plus en mesure d'assurer leur sécurité sur place. Et puis Salah al-Harouri, un autre responsable du Hamas, a quitté lui Beyrouth pour la Turquie. Mohamed Sifawi, quelles sont précisément les relations qu'entretenaient jusque-là Doha et Ankara avec le Hamas ? D'abord, la relation de Doha avec le Hamas est connue. Elle est basée principalement sur du sponsoring financier et sur un appui, je dirais, diplomatique qui est apporté par ce petit émirat du Golfe, mais qui est devenu très influent en raison de son soft power. Et donc l'appui diplomatique qu'il apporte pour l'organisation terroriste. D'ailleurs, qui se matérialise comment ? Qui se matérialise par à la fois du lobbying en faveur des cadres du Hamas et de l'organisation du Hamas. Par exemple, on a bien vu que le Qatar a été le premier pays à porter la voix d'un appel au cessez-le-feu qu'on pourra décrypter parce que la question du cessez-le-feu travers laquelle on convoque l'émotion légitime des gens qui voient effectivement des civils et surtout des enfants mourir à Gaza, cette émotion est instrumentalisée pour permettre au Hamas de sauver sa peau, si j'ose dire. C'est-à-dire faire en sorte à ce qu'Israël n'atteigne pas ses objectifs de guerre. Donc moi, j'essaie d'avoir une réflexion rationnelle et les questions des émotions, on les laisse de côté dans ce genre de situation. Parce que les guerres et les émotions n'ont jamais fait bon ménage et ils ne peuvent pas faire bon ménage, pas plus que les relations diplomatiques ne peuvent faire bon ménage avec le côté émotionnel. Encore une fois, combien même serait-il légitime ? La question aujourd'hui qui se pose et qui se pose depuis plusieurs années, c'est que nous avons effectivement ces deux États que vous avez cités, le Qatar et la Turquie, qui, au-delà même d'Israël, ont une relation assez particulière, puisqu'ils sont en même temps, pour le Qatar, le sponsor ou l'un des sponsors principaux du Hamas, et celui qui va être sollicité pour aider Israël à récupérer une partie de ses otages. Le principal médiateur pour l'instant. Le principal médiateur avec l'Égypte. Et si vous voulez, ce cas de figure n'est pas nouveau dans les relations qu'entretiennent les démocraties avec ces deux pays. Et je parle bien du Qatar et de la Turquie. Il y a un cas de figure qui est un nœud gordien pour moi, que j'ai cité dans l'un de mes derniers livres, qui s'appelle Menace intérieure, qui consiste à constater une réalité que les démocraties n'arrivent pas à régler et que je vais vous expliquer très vite. Nous avons des acteurs qui sont des alliés stratégiques. La Turquie est membre de l'OTAN et le Qatar est le pays qui abrite la plus grande base américaine dans le Golfe Persique, mais qui sont en même temps les sponsors de nos ennemis de l'intérieur. Y compris dans le cas de la France, par exemple. Et donc leur importance stratégique les rend incontournables. Ils rendent un certain nombre de services et ils se placent dans une position d'interlocuteur incontournable, de médiateur, de celui qui vient à travers de bons offices essayer de régler un certain nombre de problèmes, mais en même temps ce sont ceux qui créent des problèmes. Regardez par exemple sur le plan économique, c'est intéressant, les relations économiques qui existent entre Israël et la Turquie, c'est quand même hallucinant. 7,7 milliards de dollars d'échanges. Notamment sur le plan touristique. Y compris, et pas seulement, puisque vous avez par exemple ce qui fait bondir la communauté internationale, et en tout cas je dis pour ma part à juste titre, ce sont les implantations illégales en Cisjordanie. Eh bien, une grande partie du ciment et du fer
qui est utilisé dans les implantations Mmh. illégales en Cisjordanie, contre lesquelles crie le président Erdogan, Sont vendus par les entreprises turques. sont importés de Turquie. Et ça, beaucoup de ceux qui se laissent manipuler aussi, y compris aujourd'hui dans l'hystérie collective de l'opinion publique. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours préconisé un examen plutôt froid de ce conflit qui attise toutes les passions. En vérité, ce qui nous a piégés, je parle de façon générale, ce qui piège la communauté internationale, c'est que c'est le seul conflit au monde qui suscite autant de folie, autant de passion, autant de mise de côté de l'intelligence et de la rationalité. Or, c'est le sujet qui doit mobiliser justement de l'intelligence, de la sagesse et de la rationalité. Au regard de sa complexité historique, au regard de sa complexité sociologique, au regard de sa complexité géostratégique et au regard de sa complexité pour la sécurité, évidemment, des Israéliens et des Palestiniens, mais on voit bien pour la sécurité de la diaspora, pour la sécurité de la planète, in fine. Et parce que, justement, ce conflit suscite autant de folie, autant de haine, autant évidemment, plus d'un côté que d'un autre, mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a une surenchère au niveau sécuritaire, cette surenchère au niveau sécuritaire est accompagnée d'une surenchère verbale où la haine est totalement décomplexée. Est-ce qu'il y a également un agenda, on parlait de diplomatie tout à l'heure, est-ce qu'il y a également un agenda idéologique commun entre le Qatar et la Turquie sur cette question palestinienne et ce soutien au Hamas? Il y a une réalité, c'est que tous les contraires dans le monde arabo-musulman se mettent d'accord sur la question israélienne, il faut le dire, beaucoup par antisémitisme. L'Iran, la Turquie, le Qatar et d'autres pays comme l'Algérie, évidemment, sont d'accord, malgré les divergences qu'ils peuvent avoir par ailleurs, que Israël, c'est le mal absolu et que même lorsque ce sont des États qui ont fait face au terrorisme islamiste, je pense à l'Algérie que je connais bien, eh ben, c'est un régime qui va s'accommoder allègrement d'un groupe terroriste ou de cadres d'un groupe terroriste qui sont nourris par la même idéologie qui a fait mourir des centaines ou des dizaines de milliers d'Algériens dans les années 90. Donc vous n'êtes pas surpris de voir apparemment plusieurs, on n'a pas les noms, plusieurs responsables du Hamas rejoindre l'Algérie, qui en ferait une nouvelle base pour le Hamas? Cette information, si elle est vraie, ne m'étonne pas du tout parce que d'abord, il y a une tradition, il est vrai, chez le régime algérien, c'est très vite, effectivement, dès les années 60-70, ils se sentent impliqués pour ce qui est appelé la cause palestinienne. Mais autant je peux comprendre que l'on s'implique pour cette cause quand elle est portée par un groupe nationaliste, par un parti nationaliste qui veut sa part du territoire dans une logique de deux peuples, deux États, etc. Et qui va rentrer, y compris dans un soutien militaire, pourquoi pas, c'est pas choquant en tant que tel. Dans les relations internationales, encore une fois. Ce qui est choquant, c'est que lorsqu'on voit des États arabo-musulmans qui ont souffert du terrorisme islamiste se bander les yeux quand il s'agit du Hamas et considérer que lorsque la victime du terrorisme islamiste est juive, qu'il n'y a plus de terrorisme islamiste. Ça, pour moi, c'est insupportable. C'est pour ça que je vous remercie de votre invitation, que je saute sur n'importe quelle tribune qui m'est offerte pour rappeler, en tout cas, en ce qui concerne ma position, moi je n'ai pas les liens que peut avoir la diaspora avec Israël. Je ne suis pas lié à Israël. Je ne suis pas lié au gouvernement israélien que je me permets de critiquer depuis des années, y compris avec la virulence qui peut parfois caractériser mon discours, en tout cas la franchise qui est la mienne. En revanche, lorsqu'on est dans un débat qui ne concerne pas uniquement des questions de sécurité, on est dans un débat existentiel aujourd'hui pour Israël. Et quand une démocratie est dans un débat qui concerne son existence, moi, je ne me réfléchis pas 2 secondes de plus. C'est-à-dire, pour moi, quelle que soit la nature détestable de certains membres du gouvernement israélien, aujourd'hui, avec toutes les réserves que je peux avoir à l'égard du gouvernement israélien, oui, je n'ai aucun problème à dire que je défends la démocratie israélienne contre un groupe terroriste. Et cette cohérence, malheureusement, je ne la retrouve pas. Et je ne la retrouve pas seulement dans les pays arabes, y compris dans certaines démocraties où on a des acteurs qui sont extrêmement clairs lorsqu'il s'agit de dénoncer le terrorisme islamiste lorsqu'il frappe aux États-Unis, en Espagne, en France, en Belgique ou ailleurs, et qui commencent à se faire des nœuds dans le cerveau, passez-moi l'expression, ou à couper un cheveu en 4 lorsqu'il s'agit de dénoncer le terrorisme islamiste
contre Israël. lorsqu'il vise les Israéliens. Toujours par antisémitisme ou il y a d'autres paramètres à prendre en compte? Non, moi je lancerai pas l'anathème sur tout le monde. Je dirais que le facteur antisémite est le facteur le plus important, parce que même ceux qui ne le sont pas, il y a des restes, je dirais, culturels chez dans beaucoup de sociétés, on va pas se mentir. Mais il y a autre chose, il y a une sorte de bataille d'image qui est perdue par Israël, il faut le dire. Et donc, c'est pas très sexy, passez-moi l'expression, de défendre les Israéliens. Moi, j'en sais quelque chose, puisque je suis traité de tous les noms, évidemment, avec tous les fantasmes que ça peut entraîner. Certains pensent que je serais payé par le Mossad ou par je ne sais quel groupe de pression ou d'influence israélien. Et que, par conséquent, je ne peux pas juste défendre une idée, un principe. Ce que je fais, c'est défendre une idée, un principe. C'est pas sexy de défendre Israël, parce que, évidemment, dans le narratif qui est mis en place, l'Israël, c'est le fort et donc le mauvais par définition, et les Palestiniens, ce sont les faibles, quand bien même leur cause est incarnée aujourd'hui par un groupe terroriste, ils deviennent les faibles, les sympathiques. Et donc il y a un réflexe néocolonial qui se déploierait dans les raisonnements. Il y a des logiciels qui ne sont pas mis à jour. C'est-à-dire que moi, j'entends des gens raisonner comme si on était encore durant la guerre froide, comme si on était encore dans des combats anticolonialistes. Aujourd'hui, je me refuse, par exemple, d'utiliser, parce que je pense qu'il faut faire cet effort intellectuel. Nous ne sommes pas face à un conflit israélo-arabe. Il a existé le conflit israélo-arabe. Ça s'est arrêté il y a plusieurs années. Nous ne sommes pas face à un conflit israélo-palestinien, puisqu'on voit bien que la Cisjordanie, à part Naplouse et Jénine, qui sont des bastions ou du djihad islamique ou du Hamas, la Cisjordanie, globalement, ne bouge pas. Et malgré les outrances, je sais qu'il n'est pas très apprécié dans la communauté juive, mais malgré les outrances et les excès qui ont pu caractériser Mahmoud Abbas, parce que je pense qu'il est un peu obligé par sa rue de faire ce populisme outrancier et parfois insultant, allant jusqu'au négationnisme. Mais dans son rôle, il a été, au regard du contexte, évidemment, assez responsable, puisqu'il n'a rien fait qui puisse penser qu'il a... Est-ce qu'il a une prise aujourd'hui sur la rue palestinienne, dans les rapports de force? Alors, je sais que c'est une question qui est posée. Il n'a pas la prise que pouvait avoir Yasser Arafat. Mais en revanche, dire que l'autorité palestinienne n'a plus aucune prise, c'est faux. L'autorité palestinienne garde une prise, c'est pas une prise importante. Je pense que la direction palestinienne doit changer incontestablement. Elle est usée, elle est décrédibilisée, parce qu'il y a une réalité. Je pense que les gens intelligents aujourd'hui doivent commencer à penser à l'après-guerre, parce qu'un jour, si, ce que je souhaite, les objectifs de guerre sont réalisés, que le Hamas est détruit militairement et détruit, je dirais, d'un point de vue logistique, et détruit à travers son architecture idéologique, il restera l'idée, il restera le symbole, il restera tout ça. La bande de Gaza devra être administrée par l'autorité palestinienne, je l'espère, et j'espère que les Israéliens ne feront pas la connerie. Je me permets de cette trivialité, la connerie, oui, d'administrer la bande de Gaza. Ça serait rentré dans une guerre sans fin. Ce qui n'est a priori pas ce qui est exprimé, on parle notamment de force internationale côté israélien. C'est important de le dire, parce qu'il y a toute une propagande du Hamas, il y a toute une propagande islamiste qui, vous l'avez entendu comme moi, qui est en train de dire c'est une nouvelle Nakba, les Palestiniens de Gaza vont être déplacés ailleurs, etc. Et c'est important de rappeler que ce n'est pas vrai, que ce qui est recherché, me semble-t-il, ce que j'ai compris en tout cas, c'est une élimination du Hamas. Et ça, cet objectif doit être soutenu. Maintenant, Mahmoud Abbas, c'est pas quelque chose de génial. C'est pas un type formidable, c'est pas le cas de figure le plus intéressant, mais c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Alors justement, j'allais y venir, puisqu'il semble qu'on arrive à la fin du règne de Mahmoud Abbas, pour différentes raisons d'ailleurs, y compris médicales. Selon une source saoudienne réfutée depuis quelques jours tant par les Israéliens que par le Hamas lui-même, l'une des exigences palestiniennes porterait notamment, en vue de la libération de nouveaux otages, sur la libération de Marwan Barghouti, ancien responsable du Fatah et condamné par la justice israélienne pour sa participation à plusieurs attentats terroristes pendant la seconde intifada. On le présente comme l'un des favoris pour succéder à Mahmoud Abbas. On dit que les Émirats arabes unis lui préféraient Mohamed Dahlan, l'ancien chef des forces préventives de la paix de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Il est lui-même originaire de Khan Younes. Et il est particulièrement détesté par les islamistes qu'il avait chassés au milieu des années 2000. Qui se détache, selon vous, dans cette course? Est-ce que la libération de Barghouti est envisageable du point de vue israélien? C'est une possibilité. C'est-à-dire, mais ça sera une négociation. Tout dépendra de deux facteurs. D'abord, le temps que mettront les Israéliens pour venir à bout du Hamas.
Parce que, et là je fais une petite parenthèse, il faut que tout le monde soit d'accord sur une chose. Et je m'adresse surtout aux responsables politiques français. Alors, encore une fois, aussi terribles soient les images qui nous parviennent, aussi terrible et détestable soit la mort d'enfants, on est en train de parler d'un défi existentiel d'un État, en l'occurrence Israël. Et on est en train d'imaginer une construction de paix, en tout cas de l'espérer. Il faut partir d'un postulat très simple. Il n'y aura aucune paix possible, aucune, tant que le Hamas est un acteur dans la région. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui n'arrivent pas à arranger, à mettre à jour leur logiciel, ils vous parlent de deux peuples, deux États. Quels deux peuples, deux États? Il y a déjà trois États. Il y a l'État d'autorité palestinienne, il y a l'État du Hamas et il y a l'État d'Israël. Et donc, si vous voulez, c'est une situation forcément inextricable. Maintenant, si Israël arrive, à mon sens, au bout de ses objectifs de guerre, si elle négocie en position de force, je pense que tout le monde va préférer Dahlan. Si maintenant il y a une sorte de côte mal taillée, où le Hamas est encore un acteur alors affaibli considérablement, mais pas totalement abattu, Barghouti pourrait être une sorte de casus belli, si je vois, ou pas de casus belli, mais d'intermédiaire, de position intermédiaire que les Israéliens pourraient accepter sous la pression internationale, etc. Mais moi, je ne crois pas du tout à l'option Barghouti, pour l'instant, encore une fois, pour l'instant, parce que ce n'est pas un acteur avec lequel il serait possible aujourd'hui de construire. Il y a derrière aussi un peu d'islamisme, un peu de populisme, un peu de nationalisme exacerbé qui s'accommode de la violence. Je pense qu'aujourd'hui, le moment de la violence n'est pas une solution. On voit bien, je veux dire, à un moment donné, il faut que les Arabes se réveillent, il faut que les musulmans se réveillent. Ce sont des peuples qui ne sont pas capables de fabriquer véritablement la balle avec laquelle ils menacent les gens. C'est pas possible de vouloir à tout prix créer l'apocalypse alors qu'ils n'ont pas ils sont pas en position de force. Aujourd'hui, la seule possibilité qu'ils ont, c'est de négocier, que ça prendra le temps que ça prendra. On voit que... Et Dahlan pourrait être cet homme ? Oui, je pense que Dahlan, d'abord, c'est quelqu'un qui est radicalement anti-islamiste, c'est très important. C'est quelqu'un qui est dans l'option de faire construire aux Palestiniens un État. Et ça, c'est une deuxième chose qui est intéressante. Et la troisième chose, c'est qu'il est effectivement... Il a des alliés, je pense aux Émirats arabes unis, et je pense aussi aux Saoudiens, qui apportent une certaine caution le concernant. C'est-à-dire qu'il est dans une dynamique... moi, je le crois sincère dans sa lutte contre l'islamisme, par exemple. Il a fait beaucoup de choses ces dernières années, et sur la durée, on voit que c'est quelqu'un d'assez constant. Maintenant, évidemment, sa fragilité, c'est que comme il est, disons, plus ou moins respecté, apprécié par les Israéliens, il devient de fait suspect. Et toute la propagande du Hamas et des alliés du Hamas, je pense à l'Iran, je pense à la Turquie, je pense au Qatar, c'est de présenter Dahlan comme un agent des Israéliens. Et évidemment, c'est comme ça qu'ils veulent le carboniser. Et vous savez, c'est assez récurrent dans le monde arabo-musulman, dans les milieux islamistes. À chaque fois qu'une personne présente un projet progressiste, un projet qui ne repose pas sur l'antisémitisme, etc., on jette sur lui l'opprobre. Donc, je pense que l'intelligence des Israéliens doit aussi passer par le respect qu'on va lui opposer. C'est-à-dire... non pas essayer d'en faire un appendice ou un sous-parti politique israélien, mais plus palestinien. Il faut qu'on lui laisse une autonomie, qu'on respecte cette autonomie. Et souvent, les dirigeants israéliens n'ont pas été très fins quand il s'agit justement de négocier avec ce type de profil. J'ajouterai une chose, c'est le côté israélien, je pense qu'il y a aussi une reconfiguration totale à apporter aujourd'hui. Si la société israélienne, je pense qu'elle commence à le comprendre, ne finit pas par tirer les conséquences du 7 octobre. Et ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a une armée qui a été démythifiée. Il y a un service de renseignement qui a été démythifié. Il y a une inviolabilité d'un territoire qui a été démythifié. Et ça, ce ne sont pas des faits anodins. Ce sont des faits très graves pour l'avenir de ce pays, de cette démocratie israélienne. Il faut tirer les conclusion sur la chose suivante. Israël est un État fort, on le sait. C'est un État militairement fort, économiquement fort, qui est soutenu par de grandes puissances. C'est très bien. Mais un État ne peut pas exister perpétuellement s'il est délégitimé perpétuellement et si son image est à ce point
détestable où les gens, même qui ne sont pas antisémites, ont finalement honte de défendre Israël. Il n'y a pas beaucoup de fous comme moi qui vont aller jusqu'au bout. Il faut le savoir. Parce que les gens se préservent. Mohamed Sifoui, notamment au sein du gouvernement du cabinet de sécurité, je pense au ministre de la Défense, Yoav Gallant, dont on entend de plus en plus la voix politique s'exprimer, qui considère au contraire qu'il faut durcir la ligne au regard des conséquences des discussions dans le passé avec les Palestiniens, et que ce 7 octobre, cette date du 7 octobre va au contraire contraindre Israël à aller beaucoup plus loin dans la réponse militaire aux menaces qui pourraient l'entourer. Durcir la ligne dans le langage, dans la négociation, dans la discussion, pourquoi pas? Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut qu'on garde en tête. Ce n'est pas du tout un hasard si l'attaque la plus terrible qu'ait subie l'État d'Israël, ça a été sous un gouvernement où l'extrême droite est surreprésentée. Les gens qui en disent le plus sont souvent qui en font le moins, et de ce point de vue, l'extrême droite, là où elle s'exprime, elle n'est jamais très efficace sur les questions de sécurité. Vous savez pourquoi? Parce Ce qui n'est pas le cas du ministre de la Défense. On fait croire que les questions de sécurité ne sont gérées que par la force. Il faut juste frapper et tuer. Non. Vous faites frapper ou tuer, et ben vous vous faites frapper et tuer. Si c'est votre seule logique, si c'est votre seule riposte, c'est que vous vous mettez vous-même en danger, vous mettez vos propres enfants en danger. Que la force soit un outil face à des terroristes, je suis le premier à le dire. Mais que la force soit le seul outil face à des terroristes, c'est une erreur. Parce que le terrorisme islamiste, particulièrement, se gère de deux façons. Au moins, il y a une approche effectivement sécuritaire qui doit être ferme, mais cette fermeté, elle doit être puisée dans la démocratie. Pas dans les mots à l'emporte-pièce, pas dans le racisme, pas dans ce qu'on donne finalement à son adversaire pour le nourrir. Et donc là aussi, Mohamed Sifoui, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Je pense que la guerre doit être soutenue par une action politique forte et avec des messages forts. C'est pas, je veux dire, d'abord il faut à un moment donné être entre gens intelligents. On ne peut pas rester les otages d'un discours messianique comme celui qui est porté par l'extrême droite religieuse israélienne. Parce que, in fine, même si elle ne tue pas de la même manière que le Hamas, cette extrême droite religieuse israélienne renvoie ou légitime d'une certaine façon l'islamisme dans son propos messianique. Je veux dire, cette folie qui consiste à dire on a des livres saints qui nous racontent ça, moi, personnellement, je m'en fous royalement de ce que les livres saints racontent. Si on mettait à l'écart ces forces qui seront probablement pas membres des prochains gouvernements, si on regarde même le centre droit ou le Likoud, on voit bien que cette voix qui exprime une plus grande dureté et qui reproche à Netanyahou d'avoir trop longtemps discuté de manière indirecte avec le Hamas via le Qatar notamment, on voit bien que c'est cette force-là prend de la place dans le discours politique aujourd'hui. Je vais vous dire, pardon, je suis franc, j'ai beaucoup plus confiance dans la vivacité d'esprit de la société israélienne que dans la diaspora, qui a une autre vision un peu plus fermée. J'ai beaucoup plus confiance dans les débats qui vont s'engager en Israël et qui vont amener les uns et les autres à tirer les enseignements du 7 octobre que dans l'enfermement dans lequel se retrouve par exemple une partie des Français juifs aujourd'hui. Parce qu'ils sont loin, parce qu'ils ne vivent pas les choses. Et ceux qui vivent les choses au quotidien, qui ont justement des Arabes comme voisins et qui cohabitent avec eux de façon différente que ceux qui voient les choses de loin, parfois fantasmées, exagérées, complexées, etc. Eh ben, je pense que là-bas, il y aura des forces qui vont surgir, qui vont tirer les enseignements sur le fait que effectivement, la force, moi, je n'ai aucun problème à en parler, que la force doit être rétablie, remythifiée. Mais que par ailleurs, elle ne doit pas être l'unique réponse. Et que l'injustice, par exemple, celle qui consiste à dire perpétuellement, nos frontières vont changer de configuration. Israël est le seul pays au monde, me semble-t-il, où année après l'autre, les frontières changent. C'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter les frontières une fois pour toutes dans le cadre d'une négociation à laquelle la communauté internationale doit participer. On ne peut pas, par exemple, les dirigeants israéliens ne peuvent pas continuer à dire il faut qu'on convoque les démocraties quand il s'agit de nous soutenir lorsqu'on est menacé de toutes parts, l'Iran, la Turquie, le Qatar, etc. Mais que cette communauté internationale, je parle des alliés d'Israël, n'ont plus rien à dire quand il s'agit de nous quand même rappeler un certain nombre d'errements dont on est coupable à travers des politiques hasardeuses, souvent populistes d'ailleurs, parce que ce sont des politiques populistes. Moi, je suis lucide dans même la critique que je formule à l'égard d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un pays qui est banalisé.
pour moi, je parle d'Israël comme si je parlais d'Espagne, d'Italie, de Norvège, de France, de n'importe quel pays. C'est pas un pays que je singularise, parce que tant qu'on continuera de singulariser ce pays, on mettra en ballottage son existence. Pour moi, son existence, il n'y a pas de débat là-dessus. Israël est un pays qui va durer, qui va perdurer, quoi qu'en pensent les islamistes et leurs alliés. En revanche, c'est un pays qu'on doit pouvoir, surtout lorsqu'on le défend, le critiquer. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois seulement, j'ai été traité de tous les noms, y compris d'être un antisémite, parce que j'ai fustigé le fait qu'une journaliste, dont je ne partage pas les opinions, puisse être tuée par un militaire israélien impunément. Alors, finalement, l'armée israélienne a reconnu, un an plus tard, a présenté ses excuses. Donc, ça, je le dis à titre personnel. Maintenant, au niveau des États, il y a des États qui sont de vrais alliés d'Israël. Et il y a des États qui sont gênés de soutenir Israël. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ont des contradictions par rapport à leur opinion publique, par rapport à leur politique intérieure, etc. Et il n'y a pas qu'une seule force à l'intérieur d'un pays. Il y a des forces parfois contradictoires, il y a des émotions, il y a un certain nombre de choses. Et tout ça, on doit savoir le gérer. C'est-à-dire, in fine, je pense que le gouvernement israélien doit aussi aider ses alliés pour qu'ils l'aident davantage et mieux. Merci beaucoup Mohamed Sifaoui d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les Fossoyeurs de la République, publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous.